Catherine Morland, partie 4, chapitre 17. Commençait la 6e semaine du séjour des Allen à Bath. La dernière, Catherine sentait battre son cœur. Ses relations avec les Tilney allaient-elles donc s'interrompre déjà ? Tant que la question ne serait pas résolue, il semblait que tout son bonheur fût en péril. Mais voilà qu'elle retrouvait la tranquillité. On se décidait à garder l'appartement une quinzaine de plus. Qu'elle put éprouver, au cours de cette nouvelle quinzaine, d'autres émotions que le plaisir de voir Henry Tilney, cela préoccupait peu Catherine. Une ou deux fois, il est vrai, depuis que l'aventure de James et d'Isabelle lui avait dévoilé des possibilités, elle s'était permis un intime « peut-être ». Mais, en somme, la félicité d'être avec lui bornait, pour le présent, ses vues. Le présent était compris maintenant dans une nouvelle période de 3 semaines, et, son bonheur étant assuré pour ce laps, le reste de sa vie se perdait dans des lointains sans intérêt. Dans la matinée, elle rendit visite à mademoiselle Tilney, mais il était dit que ce jour serait un jour d'épreuve. À peine eut-elle exprimé la joie de ne pas déjà quitter Bath, mademoiselle Tilney lui annonça que son père venait de fixer leur départ à la fin de la semaine suivante. Coup cruel. Combien était douce l'incertitude passée au prix de cette certitude. Catherine se sentit défaillir et, d'une voix qui décelait ses angoisses, elle redit les dernières paroles de mademoiselle Tilney. « À la fin de la semaine prochaine. » « Oui, on ne décide pas facilement mon père à venir aux Eaux. Il a été déçu de ne pas rencontrer ici les amis qui devaient y venir. Et comme il va mieux, il est pressé de rentrer à la maison. »« J'en suis très triste, » dit Catherine, consternée. « Si j'avais su cela. »« Peut-être, » dit mademoiselle Tilney avec hésitation. « Voudrez-vous bien ? Je serais si heureuse que... » L'entrée du père coupa court à ses amabilités, avant-courrière commençait à espérer Catherine, de la proposition d'échanger des lettres. Ayant salué Catherine avec sa courtoisie habituelle, il se tourna vers sa fille. « Eh bien, Éléonore, puis-je vous féliciter du succès de votre démarche auprès de votre gracieuse amie ? » « J'allais justement lui présenter ma requête quand vous êtes entrée. »« Bien, faites tout votre possible. Je sais combien vous avez à cœur de réussir. » Ma fille, Miss Morland, et il continuait, sans laisser à sa fille le temps d'intercaler un mot, a formé un souhait très téméraire. Nous quittons Bath, comme elle vous l'a peut-être annoncé, de samedi en 8. Une lettre de mon intendant m'a appris que ma présence à la maison est indispensable, et, déçu dans mon espoir de voir ici le marquis de Longtown et le général Courtenay, 2 de mes plus anciens amis, rien ne me retient à Bath. Si nous pouvions mener à bien un projet qui nous intéresse et qui vous concerne, nous quitterions la ville sans un seul regret. Pourriez-vous vous décider à quitter bientôt cette scène de triomphe et nous faire la gracieuseté d'accompagner votre amie Éléonore dans le Gloucestershire ? J'ose à peine vous soumettre cette requête. Vous pourrez la trouver présomptueuse, et si elle était connue dans Bath, tout le monde la jugerait plus présomptueuse encore. Vous êtes si modeste. Mais cette modestie, je m'en voudrais de la faire souffrir par une louange trop directe. Si vous consentiez à nous honorer de votre visite, vous nous rendriez heureux au-delà de toute expression. Il est bien vrai que nous ne pouvons rien vous offrir qui soit comparable au plaisir de cette ville en fête. Nous ne pouvons vous attirer ni par les distractions, ni par le faste. Notre manière de vivre, comme vous le savez, est simple et sans prétention. Cependant, nous ferons tous nos efforts pour que vous ne vous ennuyiez pas trop à Northanger Abbey. Northanger Abbey. Quels mots impressionnants. Ils mirent Catherine en extase. Une invitation si séduisante et faite avec tant d'insistance. Tout ce qui pouvait l'honorer et la flatter, toutes les joies présentes et les espoirs futurs s'y impliquaient. Elle accepta avec empressement, sous la seule réserve de l'approbation de papa et de maman. « Je vais écrire à la maison tout de suite, » dit-elle, « et s'ils ne font pas d'objection, oh, je suis sûre qu'ils n'en feront pas. » Le général Tilney n'avait pas moins bon espoir.
Déjà, il avait parlé à ses excellents amis de Pulteney Street et avait obtenu leur agrément. « Puisqu'ils peuvent consentir à se séparer de vous, de qui ne pouvons-nous attendre de la philosophie ?» Au cours de cette matinée, Catherine avait passé par les alternatives de l'incertitude, de la sécurité, du désappointement et de la félicité définitive. Henri dans son cœur, Northanger Abbey sur ses lèvres, elle se hâtait enthousiaste vers la maison pour écrire sa lettre. Monsieur et madame Morland envoyèrent poste pour poste leur consentement. Ils s'en remettaient au jugement des amis à qui ils avaient confié leur fille. Ce libéralisme, quoiqu'il fût d'accord avec les prévisions de Catherine, confirma en elle la conviction qu'elle était la chérie du destin. Tout semblait se conjurer en sa faveur. La bonté de ses premiers amis, les Allen, l'avait portée sur une scène féconde en plaisirs nouveaux. Tous ses sentiments, toutes ses préférences avaient été payés de réciprocité. En Isabelle, elle avait trouvé une sœur. Les Tilney devançaient ses désirs. Pendant des semaines, elle allait vivre sous le même toit que les personnes dont la société lui était la plus chère, et ce toit était le toit d'une abbaye. Sa passion pour les édifices antiques égalait en intensité sa passion pour Henri Tilney. Châteaux et abbayes emplissaient les rêves que l'image du jeune homme n'emplissait pas. Explorer des donjons et des cloîtres était son vœu depuis des semaines. Jamais elle n'avait espéré être que le visiteur qui passe. Espérer plus était trop chimérique. Et cependant, cette chimère se réalisait. Northanger eût pu être une maison, un hôtel, une villa, quelque vague habitacle, et, malgré tant de chances adverses, Northanger était une abbaye, et cette abbaye, elle l'habiterait. Ses longs corridors humides, ses cellules strictes, sa chapelle ruineuse retentiraient de ses pas quotidiens. Elle ne put maîtriser l'espoir de quelque légende. Peut-être même retrouverait-elle le sanglant mémorial d'une nonne outragée. C'était chose surprenante que ses amis semblassent si peu vains de la possession d'une telle demeure. L'accoutumance pouvait seule expliquer ce désintérêt. Les questions furent nombreuses qu'elle posa à mademoiselle Tilney, mais les idées se succédaient trop vite dans son esprit tumultueux. Les réponses faites, elle ne savait pas encore bien nettement que Northanger Abbey avait été un riche couvent au temps de la Réformation, qu'il était devenu la propriété d'un ancêtre des Tilney à la dissolution des ordres religieux, qu'une grande partie en avait été incorporée à la demeure actuelle, tandis que le reste tombait en ruine, qu'il était situé dans une vallée et que, au nord et à l'est, le protégeaient de hautes forêts de chênes. Chapitre 18. Dans sa joie, Catherine ne s'apercevait pas que, depuis 2 ou 3 jours, elle ne voyait guère Isabelle. Elle se rendit soudain compte de cette infraction à leurs habitudes et éprouva le désir de causer avec son amie, comme elle se promenait à la Pump Room, côte à côte, avec madame Allen, sans avoir rien à dire, à entendre. Ce désir n'était pas en éveil depuis 5 minutes, quand Isabelle parut et, l'invitant à un entretien confidentiel, l'entraîna vers un banc placé entre 2 portes et d'où l'on voyait entrer tout le monde. « Voici ma place favorite, dit-elle en s'asseyant. Nous sommes ici tout à fait à l'écart. » Catherine remarqua que les regards d'Isabelle allaient sans trêve de l'une à l'autre porte, comme anxieux. Maintes fois accusée de finesse, et si arbitrairement, elle jugea l'occasion bonne de faire ses preuves et, sur un mode enjoué, « Ne soyez pas inquiète, Isabelle. James sera bientôt ici. »« Peu, ma chère âme, ne me croyez pas si niaise. Je ne désire pas la voir toujours à mes trousses. Ce serait affreux d'être toujours ensemble. Nous serions la fable de Bath. Ainsi, vous allez à Northanger. J'en suis étonnamment contente. D'après ce que j'ai entendu dire, c'est une des plus belles habitations anciennes de l'Angleterre. Je compte bien que vous m'en ferez une description minutieuse. »« C'est vous qui aurez ma meilleure description. Mais qui cherchez-vous des yeux ? Vos sœurs viennent-elles ? » ?»« Je ne cherche personne. Il faut bien que nos yeux se portent sur quelque chose. Et vous savez, ma sotte habitude de les fixer sur un point, quand ma pensée en est à 100 lieues. Je suis étonnamment distraite. Je crois bien être la créature du monde la plus distraite.
Tilney dit que c'est un trait fréquent chez les intelligences d'une certaine trempe. Mais je croyais, Isabelle, que vous aviez quelque chose à me confier. Ah oui, c'est vrai. Voilà bien un exemple de ce que je disais. Ma pauvre tête. J'avais complètement oublié. Eh bien, voici. Je viens de recevoir une lettre de John. Vous en devinez le contenu. Non, vraiment? Ma douce amie, ne vous donnez donc pas ces airs de ne pas comprendre. De qui parlerait-il? Vous savez, il est absolument coiffé de vous. De moi, ma chère Isabelle? Non, ma chère Catherine, votre affectation est absurde. Modestie et tout cela, c'est très bien quand c'est en situation, mais il est des moments où de la sincérité ne serait pas mal non plus. Vraiment, vous allez à la pêche aux compliments. Les attentions de John étaient si visibles qu'un enfant les eût remarquées. Une demi-heure encore avant son départ de Bath, vous lui avez donné l'encouragement le plus positif. Il le dit dans sa lettre. Il dit qu'il vous a fait une demande en mariage, presque, et que vous avez accueilli ses avances de la façon la plus charmante. Il me prie d'appuyer sa candidature et ajoute toutes sortes d'amabilités à votre adresse. Inutile, dans ces conditions, d'affecter l'ignorance. Catherine, avec tout le feu de la vérité, exprima son étonnement de voir Isabelle investie d'une telle mission. Elle ne se doutait nullement que M. Thorpe fût épris d'elle, et, par conséquent, n'avait jamais eu souci de l'encourager. Je déclare sur mon honneur n'avoir rien remarqué de ses attentions, sauf l'invitation qu'il me fit de danser avec lui le jour de son arrivée. Quant à une demande en mariage ou quelque chose de ce genre, il doit y avoir là une inconcevable erreur. Je n'aurais pas pu comprendre de travers une chose pareille, vous savez. Comme je désire qu'on me croie, j'insiste. Je déclare solennellement que nous n'avons pas échangé une syllabe à ce sujet. Une demi-heure avant son départ de Bath. C'est absolument une erreur, car je ne l'ai pas vu une seule fois ce jour-là. Mais si, vous l'avez vu. Vous avez passé toute la matinée à Edgar's Buildings. C'est le jour où arriva le consentement de votre père, et je suis à peu près sûre que vous et John avez été seuls au salon. Êtes-vous sûr? Bien, si vous le dites, ce doit être. Mais, sur ma vie, je ne m'en souviens pas. Je me rappelle maintenant m'être trouvée chez vous et l'avoir vu, mais comme j'ai vu les autres personnes de la famille. Quant à avoir été seule avec lui 5 minutes, n'importe, ce n'est pas la peine de discuter ce détail. Quoi qu'il ait pu dire alors, croyez-le bien, je n'en ai gardé nul souvenir. Je ne m'en serais certes pas imaginé qu'il pût me parler des choses que vous dites, ni ne les souhaiter. Sans doute, je suis très flattée qu'il ait porté sur moi ses vues, mais vraiment, de mon côté, rien n'a été intentionnel. Je n'ai jamais eu la moindre idée de l'encourager. Je vous en prie, détrompez-le le plus tôt possible. Dites-lui que je lui demande pardon, que je ne sais pas ce qu'il faudrait lui dire. Enfin, employez le meilleur moyen de lui faire comprendre ce que je pense. Je ne voudrais pas parler discourtoisement d'un de vos frères, Isabelle, mais vous savez bien que si je pouvais penser à quelqu'un plus particulièrement, ce ne serait pas à lui. Isabelle se taisait. Ma chère amie, ne m'en veuillez pas. Je ne puis croire que j'ai tant d'importance pour votre frère, et, vous le savez bien, nous serons quand même sœurs. Oui, oui. Et Isabelle rougissait. Il y a plus d'un moyen pour nous d'être sœurs. Mais à quoi rêvais-je? Donc, ma chère Catherine, le cas est bien tel. Vous vous êtes prononcée contre le pauvre John. N'est-ce pas cela? Oui. Je n'ai pas pour lui l'affection qu'il dit avoir pour moi, et que, certes, je n'ai jamais pensé à encourager. Puisqu'il en est ainsi, je ne vous importunerai pas plus longtemps à ce sujet. John le désirait. Je vous ai parlé. Mais, je l'avoue, dès sa lettre lue, je pensais que c'était là une affaire imprudente et folle, nullement de nature à vous rendre heureux l'un ou l'autre. Qu'auriez-vous pour vivre, à supposer que vous vous mariez? Vous avez chacun quelque chose, c'est vrai, mais, de nos jours, ce n'est pas une bagatelle qui peut nourrir une famille. Malgré tous les beaux dires des romanciers, on ne fait rien sans argent. Je m'étonne même que John ait pu y penser. Il n'aura pas reçu ma dernière lettre. Vous ne m'attribuez donc aucun tort?
Vous êtes convaincu que je n'ai jamais eu l'intention de leurrer votre frère, que jamais, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais soupçonné qu'il m'aimât. Oh, quant à cela, répondit en riant Isabelle, je ne prétends pas déterminer ce qu'ont pu être vos pensées et vos desseins. Vous savez mieux que moi à quoi vous en tenir. On se laisse aller à un peu d'innocente coquetterie, et il se trouve qu'on a donné à quelqu'un plus d'encouragement qu'on eût voulu. Croyez-le bien, je suis la dernière personne de la terre qui vous jugerait sévèrement. Dans toutes ces choses, il faut faire la part de la jeunesse et de l'exaltation. Ce que nous pensons un jour, vous savez, nous pouvons ne plus le penser le lendemain. Les circonstances changent, les opinions varient. Mais l'opinion que j'ai de votre frère n'a jamais varié. Vous décrivez là un état d'esprit qui n'a jamais été le mien. Ma chère Catherine, continuait Isabelle, sans du tout l'écouter, pour rien au monde je ne voudrais vous pousser dans une voie avant que vous voyiez bien clair en vous-même. Je ne me crois nullement le droit de sacrifier votre bonheur à personne, fût-ce à mon frère. D'ailleurs, qui sait si, après tout, il ne sera pas aussi heureux sans vous. La jeunesse d'aujourd'hui, les hommes surtout, est étonnamment versatile. Ce que je veux dire, c'est ceci. Pourquoi le bonheur d'un frère me serait-il plus précieux que celui d'une amie? Vous savez à quel point j'ai la superstition de l'amitié. Surtout, ma chère Catherine, soyez circonspecte. Croyez-moi sur parole. Si vous vous hâtez trop, vous vous en repentirez certainement. Tilney dit qu'il n'est rien sur quoi l'on se trompe aussi souvent que sur ses propres sentiments. Je crois qu'il a bien raison. Ah, le voilà. N'importe, il ne nous verra pas, j'en suis sûre. Catherine, levant les yeux, aperçut le capitaine Tilney. Il causait avec quelqu'un. Isabelle, à fixer sur lui un regard insistant, força bientôt son attention. Il s'approcha immédiatement et s'assit, comme l'y incitait l'attitude d'Isabelle. À ces premiers mots, Catherine tressaillit. Quoiqu'il parlât bas, elle avait distingué ceci. « Et quoi, on vous surveille donc toujours? En personne ou par procuration ?»« Baste, sottise !» fut à mi-voix la réponse d'Isabelle. « Pourquoi me mettez-vous en tête ces idées-là? Si je pouvais croire, mon esprit est assez indépendant. » « Je souhaiterais que votre cœur fût indépendant. Cela me suffirait. »« Mon cœur? En vérité ? À quel propos parler de cœur? Avez-vous du cœur, vous autres, les hommes ? » « Si nous n'avons pas de cœur, nous avons des yeux. Ils nous donnent assez de tourments. »« Ils vous en donnent? J'en suis mari. Il m'est bien triste de leur être un spectacle si fâcheux. Je veux croire que ceci vous plaira. » Et elle lui tournait le dos. « Je veux croire que vos yeux ne sont plus au supplice. »« Au supplice? Ils ne l'ont jamais été autant, car je vois la lisière d'une joue en fleurs. C'est trop voir, et trop peu. » Catherine, décontenancée, n'en voulut écouter davantage. Surprise qu'Isabelle fût si longanime, jalouse pour son frère, elle se leva, disant qu'elle allait rejoindre madame Allen. « Si vous voulez m'accompagner, Isabelle. » Isabelle n'en manifesta nul désir. Elle était extrêmement lasse, et c'était si odieux de s'exhiber dans la pump-room. Puis, si elle quittait sa place, comment ses sœurs la rejoindraient-elles? Elle attendait ses sœurs d'un moment à l'autre. Sa chère Catherine devait l'excuser et se rasseoir tranquillement. Mais Catherine aussi savait, à l'occasion, être entêtée. Juste à ce moment, madame Allen venait lui proposer de rentrer. Elle la suivit donc et sortit de la pump-room, laissant Isabelle en tête-à-tête avec le capitaine Tilney. Elle les quittait, très ennuyée qu'ils restassent ensemble. Il lui semblait que le capitaine Tilney s'éprenait d'Isabelle, et qu'Isabelle, inconsciemment, l'encourageait. Oh, ce devait être inconsciemment. L'affection d'Isabelle pour James n'était-elle pas aussi sûre, aussi avouée que leur engagement même? Douter de la fidélité ou de la pureté de ses intentions était impossible, et cependant les façons de mademoiselle Thorpe avaient été étranges. Catherine eût souhaité qu'Isabelle laissât mieux percer dans ses paroles l'Isabelle coutumière et parlât moins d'argent, qu'elle ne montrât pas, un instant après, tant de plaisir à voir le capitaine Tilney.
Comme il était étrange qu'Isabelle ne s'aperçût pas de l'admiration de cet homme. Il tardait à Catherine de la mettre sur ses gardes pour qu'elle ménageât les susceptibilités de James et épargnât au capitaine une déception. Que le frère eût bien voulu la distinguer, cela ne palliait pas, aux yeux de Catherine, la légèreté de la sœur. Elle était d'ailleurs aussi loin de croire sincère l'affection de John que de la souhaiter. Elle n'avait pas oublié qu'il pouvait se tromper. Quelquefois même, ses erreurs étaient énormes. N'avait-il pas affirmé lui avoir fait une demande et avoir obtenu d'elle un encouragement? Qu'il eût jugé à propos de se croire amoureux d'elle, elle n'en tirait certes pas vanité. Elle en éprouvait le plus vif étonnement. Isabelle avait parlé des attentions de John. Catherine n'en avait jamais remarqué aucune. Isabelle, il est vrai, avait dit tant de choses, et sans beaucoup y penser sans doute. Catherine s'arrêtait à cette pensée, à la fois tranquillisante et consolatrice. Chapitre 19. Des jours passèrent pendant lesquels Catherine, sans aller jusqu'à soupçonner son amie, ne put s'empêcher de la soumettre à une observation attentive. Le résultat de cet examen fut assez fâcheux. Isabelle apparaissait très versatile. À la vérité, tant qu'elle était à Edgar's Buildings ou à Pulteney Street, il ne semblait pas que ses manières se fussent beaucoup modifiées. Si l'on remarquait en elle un rien de cette distraction dont Catherine n'avait d'ailleurs jamais entendu parler avant qu'Isabelle s'en targuât, il était loisible de ne voir là qu'un charme nouveau. Mais qu'en public elle accueillit par des attentions les attentions du capitaine Tilney, et qu'elle lui distribua des sourires presque aussi libéralement qu'à James, le changement valait qu'on s'y arrêtât. Où voulait-elle en venir? Cela dépassait la compréhension de Catherine. Sans doute. Isabelle pouvait ne pas se rendre compte du mal qu'elle faisait. Alors, il y avait là de sa part une insouciance si persistante que Catherine ne pouvait pas se borner à la constater. James en était la victime. Elle le voyait grave et soucieux. Si peu attentive au bonheur immédiat de James que fut la femme qui lui avait donné son cœur, à elle ce bonheur importait toujours. Elle était affligée aussi pour le pauvre capitaine Tilney. Quoique son air ne plût pas à Catherine, le nom qu'il portait, lui, était un passeport auprès d'elle. Elle pensait avec apitoiement à la déception qu'il se préparait. À voir ses façons, elle ne pouvait, en effet, admettre qu'il fût instruit de l'engagement d'Isabelle, malgré ce qu'elle avait cru entendre à la pump-room. Il pouvait être amoureux d'Isabelle et jaloux de James, qu'il croyait amoureux au même titre que lui. Si elle avait vu autre chose dans les paroles du capitaine Tilney, c'est qu'elle s'était méprise. Elle désirait, par quelque douce remontrance, rappeler son amie au sens de la situation et la mettre en garde contre une double cruauté. Mais quand, par fortune, les circonstances lui permettaient de hasarder un avertissement, cet avertissement se heurtait à l'incompréhension d'Isabelle. Dans sa détresse, l'idée que la famille Tilney partirait dans quelques jours pour le Gloucestershire devenait la principale consolation de Catherine. La disparition du capitaine Tilney apaiserait tous les cœurs, sauf celui du capitaine. Mais le capitaine Tilney n'avait pas, pour le moment, le dessein de partir. Il resterait encore à Bath. Quand Catherine le sut, sa résolution fut vite prise. Elle s'adressa à Henry Tilney. « Je regrette bien que votre frère ait pour mademoiselle Thorpe une si vive affection. Mais vous devriez, ne croyez-vous pas, lui dire qu'Isabelle est déjà promise. »« Mon frère ne l'ignore pas. »« Il ne l'ignore pas ? Alors pourquoi reste-t-il ici ?» Henri ne répondit pas et tenta de changer l'objet de la conversation. Mais elle insista. « Pourquoi ne lui dites-vous pas de partir ? Plus il restera, plus il aura de peine. Je vous en prie, conseillez-lui, dans son intérêt et dans celui de tous, de quitter Bath bien vite. L'absence et le temps lui rendront la paix. Ici, qu'a-t-il à espérer ? S'il reste, il n'en sera que plus malheureux. » Henri répondit en souriant. « Ce n'est évidemment pas ce que se propose mon frère. »« Alors, il faut lui persuader de s'en aller. »« On ne persuade pas sur commande. Pardonnez-moi, je ne puis rien tenter dans ce sens. C'est moi qui lui ai dit l'engagement de mademoiselle Thorpe.
Il sait ce qu'il fait. Il est le maître de ses actions. Non, il ne le sait pas, s'écria Catherine. Il ne sait pas le chagrin qu'il fait à mon frère. Non pas que James m'en ait parlé, mais je suis sûre qu'il est bien triste de tout cela. Êtes-vous sûre que la faute en soit à mon frère? Oui, très sûre. Est-ce les attentions de mon frère ou la façon dont mademoiselle Thorpe les accueille qui cause ce chagrin? N'est-ce pas la même chose? Je pense que M. Morland distinguerait. Un homme ne s'offense pas des attentions d'un autre homme pour la femme qu'il aime. C'est la femme qui peut faire de ces attentions une cause de tourment. Catherine rougit pour son amie. Isabelle a tort, mais elle ne peut, j'en suis sûre, vouloir peiner mon frère. Elle l'aime beaucoup. Elle l'a aimé dès le premier jour. Pendant qu'on attendait le consentement de mon père, elle se mourait d'impatience. Elle aime James, je vous assure. Je comprends. Elle aime James et fleurette avec Frédéric. Oh non, elle ne fleurette pas. Une femme qui aime ne fleurette pas. Il est probable qu'elle n'aime ni ne fleurette aussi consciencieusement que si elle se contentait soit d'aimer, soit de flirter. Chacun des concurrents doit y perdre. Un court silence, et Catherine reprit. Alors vous ne croyez pas qu'Isabelle aime tant mon frère? Je ne saurais avoir d'opinion sur ce point. Mais que peut vouloir votre frère? S'il connaît leur engagement, à quoi tend sa conduite? Vous questionnez d'une façon très serrée. Est-il vrai? Je demande tout simplement ce que je désire qu'on me dise. Mais demandez tout simplement ce que je peux vous dire. Oui, je pense. Car vous devez connaître le cœur de votre frère. Le cœur de mon frère? Puisque, aussi bien vous employez ce mot, je ne puis faire, en ce qui le concerne, que des conjectures. Eh bien? Eh bien non. S'il s'agit de conjecturer, que chacun conjecture à sa guise. Se guider sur la conjecture d'un autre est trop décevant. Les prémices sont devant vous. Mon frère est un jeune homme très vivant, peut-être un peu léger parfois. Il connaît votre ami depuis environ 1 semaine et il a appris son engagement presque aussitôt. Enfin, dit Catherine après avoir réfléchi, vous pouvez être capable de discerner les intentions de votre frère, mais non pas moi. Tout cela n'ennuie-t-il pas votre père? Ne désire-t-il pas que le capitaine Tilney parte? Si votre père lui parlait. Ma chère Miss Morland, dit Henry, dans votre sollicitude pour le bonheur de votre frère, ne croyez-vous pas que vous errez? N'allez-vous pas un peu loin? Vous saurait-il gré, soit pour lui, soit pour mademoiselle Thorpe, d'admettre que les sentiments et la conduite de son ami dépendent de la présence du capitaine Tilney? N'y a-t-il de sécurité pour lui que dans sa solitude à elle? Ou bien ne peut-elle lui garder sa foi que si son cœur n'est sollicité par personne? Il ne peut penser cela, et certainement ne voudrait pas que vous le pensiez. Je ne vous dis pas, ne soyez pas inquiète. Je sais que vous êtes inquiète. Mais soyez-le le moins possible. Vous ne doutez pas du mutuel attachement de votre frère et de votre ami? Concluez donc qu'entre eux, il ne peut y avoir ni jalousie réelle, ni désaccord qui dure. Mieux que vous, chacun d'eux voit clair dans le cœur de l'autre. Ce qu'ils peuvent attendre l'un de l'autre, ils le savent exactement, et quelle est la mesure de ce qu'ils peuvent supporter. Tenez pour certain qu'Isabelle ne taquinera James que jusqu'à la limite où James cesserait d'y prendre plaisir. Comme elle gardait un air morose et dubitatif, il ajouta « Quoique Frédéric ne parte pas avec nous, il demeurera sans doute peu de temps ici. À peine quelques jours peut-être. Son congé expire bientôt et il doit rejoindre son régiment. Alors, que restera-t-il de leur relation ? Le mess boira à Isabelle Thorpe sur l'invitation du capitaine pendant 15 jours, et Isabelle Thorpe rira avec votre frère pendant 1 mois de la passion du pauvre Tilney. » Catherine cessa enfin de lutter contre sa propre tranquillité. Henri n'était-il pas plus expérimenté qu'elle ? Elle s'en voulut d'avoir été si inquiète, et elle résolut de ne plus prendre les choses au tragique. Au surplus, ce qui suivit ne lui en eût fourni l'occasion. Les Thorpe passèrent à Pulteney Street la dernière soirée du séjour de Catherine.
James était de très bonne humeur. Isabelle était gracieusement calme. Sa tendresse pour son ami semblait être son sentiment dominant. Mais en ces minutes, n'était-ce pas tout naturel? Une fois, elle contredit nettement James. Une fois, elle retira sa main qu'il avait prise. Catherine, encore sous l'impression des paroles de Henri, admit que ces réserves légères eussent leur raison d'être. On peut se figurer les adieux, embrassades, larmes, promesses, de ces jolies filles. Chapitre 20. Monsieur et madame Allen étaient fort tristes de perdre leur jeune compagne. De par son humeur charmante, elle leur avait été précieuse, et la joie qu'il lui donnait avait été un adjuvant à leur plaisir. Mais le bonheur qu'elle ressentait à accompagner son amie était pour atténuer leurs regrets, et, comme il ne devait rester à Bath qu'une semaine encore, ils ne souffriraient pas trop longtemps de son absence. Monsieur Allen l'accompagna jusqu'à Milsom Street, où elle devait déjeuner. Il la vit parmi ses nouveaux amis, qui lui faisaient le plus gracieux accueil. Émue de se trouver en quelque manière incorporée au Tilney, inquiète à l'idée qu'ils pouvaient perdre la bonne opinion qu'ils avaient d'elle, Catherine, dans la gêne des 5 premières minutes, eût presque souhaité retourner à Pulteney Street avec monsieur Allen. Les façons de mademoiselle Tilney et le sourire de Henri eurent vite atténué son malaise, mais les attentions incessantes du général l'empêchaient de se ressaisir tout à fait. Ce n'était pas sans remords qu'elle se l'avouait, mais elle eût voulu qu'on s'occupât moins d'elle. La sollicitude du général, son insistance à forcer un appétit qui réluctait, ses craintes qu'elle ne trouvât rien d'assez délicat, elle qui n'avait jamais vu une table si somptueuse, lui rappelaient trop sa qualité d'invitée. Elle se sentait indigne de tant d'égards et ne savait comment y répondre. En outre, le général s'impatientait de l'absence de son fils aîné, et il déclara, quand enfin Frédéric parut, que tant de paresse le mécontentait fort. Cette algarade n'était pas de nature à augmenter l'assurance de Catherine. Elle était très attristée d'une réprimande si disproportionnée au délit, et son chagrin s'accrut encore quand elle découvrit quelle était la cause efficiente de la semonce. Le retard, en effet, était proclamé irrespectueux pour elle. Ce grief la mettait dans une situation très désagréable. Elle ressentit une grande compassion pour le capitaine Tilney. Il écouta son père en silence, ne tenta aucune justification, ce qui confirma Catherine dans la pensée que, hanté d'Isabelle, il n'avait pu s'endormir qu'après des heures, d'où un lever si tardif. C'était la première fois qu'elle se trouvait nettement en la compagnie de Frédéric Tilney. Elle allait donc se documenter sur lui, mais il parla à peine, tant que le père fut dans la salle à manger. Et il avait la gorge si serrée par l'émotion que, même après, elle n'entendit de lui que ces mots à mi-voix. « Que je serai donc content quand vous serez tous partis. » L'agitation du départ n'eut rien de joyeux. L'horloge marquait 10 heures quand on descendit les malles. Or, le général Tilney avait décrété le départ pour cette même heure. Son manteau, au lieu de lui être apporté de sorte qu'il pût s'en envelopper immédiatement, était étalé dans le curricle qu'il devait occuper avec son fils. Dans l'autre voiture devaient prendre place 3 personnes, et pourtant le strapontin n'était pas tiré, et la femme de chambre avait tellement encombré les sièges de paquets que mademoiselle Morland n'aurait où s'asseoir. Le général était si ému par cette appréhension qu'en aidant Catherine à monter, il faillit faire choir sur le pavé le nouveau nécessaire à écrire de la jeune fille. Enfin, la portière se ferma sur les 3 femmes, et l'attelage partit de ce pas mesuré dont 4 beaux chevaux, bien nourris et appartenant à un gentleman, accomplissent ordinairement un voyage de 30 milles. C'était la distance qui séparait Bath de Northanger. Elle devait être parcourue en 2 étapes égales. Catherine renaissait déjà à la gaieté. Avec mademoiselle Tilney, elle ne ressentait aucune contrainte. L'attrait d'une route nouvelle, la perspective d'une abbaye, un curricle à l'arrière, elle n'éprouva nul regret quand Bath s'évanouit dans l'espace, et les pierres miliaires se succédaient avec une vitesse qui l'étonnait. Puis ce furent 2 heures d'ennui au relais de Petty Friends, où il n'y avait autre chose à faire que manger sans avoir faim et rôder çà et là sans qu'il y eût rien à voir.
station qui ne laissa pas d'atténuer un peu l'admiration de Catherine pour leur manière de voyager, pour le style de l'attelage, pour les postillons à la belle livrée qui, d'un mouvement régulier, se soulevaient sur la selle, pour les piqueurs si bien montés. Cet arrêt, pourtant, n'eût rien eu de bien fâcheux si le commerce de nos voyageurs eût été plus facile. Mais il semblait que le général Tilney, encore qu'un très charmant homme, fût un frein à la gaieté de ses enfants. Seul il parla, et pour exécrer tout ce que fournissait l'hôtellerie et vitupérer les domestiques. La crainte qu'il inspirait à Catherine en fut accrue, et les 2 heures qu'elle passa au relais lui semblèrent interminables. Enfin, l'ordre d'élargissement fut donné. Catherine fut très surprise de l'offre que lui fit le général de le remplacer dans le curricle pour le reste du voyage. La journée était belle, et il désirait qu'elle vît le pays le mieux possible. Au souvenir de l'opinion de M. Allen, touchant les promenades des jeunes gens en voiture découverte, elle rougit, et sa première pensée fut de refuser. La seconde fut plus déférente envers le général Tilney. Il ne pouvait proposer rien que de convenable. Quelques instants après, elle était installée à côté de Henry Tilney, heureuse autant qu'on peut l'être. Il ne fallut pas une longue expérience pour la convaincre qu'un curricle est l'équipage par excellence. La chaise de poste s'avançait avec majesté, certes, mais c'était une pesante et fastidieuse machine, et qui avait motivé, elle ne pouvait aisément l'oublier, leur arrêt de 2 heures à Petty France. La moitié de ce temps eût suffi au curricle, et si agiles étaient ces trotteurs que, si le général Tilney n'avait décidé que la chaise ouvrirait la marche, ils auraient pu la dépasser facilement. Mais le mérite du curricle n'appartenait pas seulement aux chevaux. Henri conduisait si bien, avec tant de calme et si peu d'ostentation. Quel disparate avec cet autre conducteur de coche qui fouettait et sacrait sur les routes de Bath. Son chapeau était si bien d'aplomb, les collets innumérables de son manteau s'étoffaient si galamment. Après le bonheur de danser avec Henry Tilney, il n'était évidemment bonheur que d'être ainsi conduite par lui. Il la remerciait au nom de sa sœur, qui, disait-il, n'était pas dans une situation à envier. Elle n'avait pas de compagne et, en l'absence fréquente de son père, était souvent bien seule. « Mais, objectait Catherine, ne restez-vous pas auprès d'elle ?»« Northanger n'est qu'à demi ma demeure. Je suis installée à Woodstone, qui est à 20 milles de la maison de mon père. J'y passe forcément une partie de l'année. »« Comme cela doit vous être pénible ?»« Il m'est toujours pénible d'être loin d'Éléonore. »« Oui, mais, outre votre affection pour elle, vous devez tant aimer l'abbaye. Habitué à une telle demeure, vous trouvez sans doute bien déplaisant un presbytère pareil à tous les autres. » Il sourit. « Vous vous êtes fait une image très séduisante de l'abbaye. »« Certes, n'est-ce pas là un de ces vieux monuments si beaux que décrivent les livres ? » « Êtes-vous prête à affronter les horreurs qu'enclôt un monument pareil à ceux que décrivent les livres ? Avez-vous le cœur ferme, les nerfs assez bien trempés pour voir sans épouvante glisser un panneau ou onduler une tapisserie ? » « Oh oui, je ne m'effraierai pas facilement, me semble-t-il. Il y aura tant de monde, puis l'abbaye n'est jamais restée inhabitée. Ce n'est pas une de ces demeures longtemps laissées à l'abandon et où s'installent, un beau jour, les descendants des hôtes de jadis. » « Bien entendu. Et nous n'aurons pas à nous avancer à pas hasardeux sous de ténébreuses voûtes éclairées par les rayons avares d'un feu qui expire. Nous n'étendrons pas nos couches dans une salle sans fenêtre, sans porte, sans meubles. Mais vous devez savoir que, quand une jeune personne est introduite dans une demeure de ce genre, elle est toujours logée à part. Pendant que ses hôtes se replient en silence vers l'aile qu'ils habitent, Dorothée, l'antique femme de charge, la conduit cérémonieusement par un autre escalier et de sombres couloirs à un appartement déshabité depuis qui mourut, 20 ans passés, un vague parent. Ne craindrez-vous pas, pour votre raison, quand vous vous trouverez dans cette chambre trop spacieuse, qu'éclaire un lumignon dont les lueurs misérables meurent sur une haute lisse à personnages, et où un lit drapé de lourd velours pourpre ou vert sombre s'allonge funèbre, votre cœur ne faillira-t-il pas ? Oh, mais rien de tout cela ne m'arrivera, j'en suis sûre.
combien craintivement vous inventorierez le mobilier de votre chambre. Et que distinguerez-vous? Table, toilette, armoire, commode. Mais peut-être là les débris d'un luth, là un lourd coffre que nul effort ne peut ouvrir, au-dessus de la cheminée le portrait de quelque inquiétant guerrier sur lequel vos yeux s'hallucineront. Dorothée, cependant, que trouble votre survenue, vous regarde anxieuse et risque quelque spécieux avis. Sous couleur de relever votre courage, elle vous confirme dans l'idée que cette partie de l'abbaye est hantée et vous avertit qu'aucun domestique ne saurait entendre votre appel. Sur ce réconfortant adieu, elle fait la révérence et se retire. Vous écoutez jusqu'à leur résonance dernière, ces pas s'éloigner, et quand, le cœur défaillant, vous voulez fermer la porte, vous constatez qu'elle n'a pas de serrure. Oh, monsieur Tilney, comme c'est effrayant! C'est absolument comme dans les livres. Mais certainement rien de tout cela ne m'arrivera. Je suis sûre que votre femme de charge n'est pas cette Dorothée. Et ensuite? Peut-être, la première nuit, ne se passera-t-il rien d'insolite. Après avoir surmonté l'appréhension que ce lit vous inspire, vous vous y glisserez enfin et, quelques heures, vous dormirez d'un sommeil trouble. La seconde nuit, la troisième au plus tard, se déchaînera sans doute un orage. Des coups de tonnerre à ébranler l'édifice jusqu'à sa base se répercuteront dans les monts d'alentour, et tandis que siffleront plus fort les rafales accompagnatrices, vous croirez discerner, car votre lampe n'est pas éteinte, qu'un pan des tentures remue. Incapable de réprimer votre curiosité en une si propice occurrence, vous vous lèverez et, vous drapant d'un peignoir, vous irez vers le mystère. Après un court examen, vous découvrirez dans la tapisserie une fente si habilement dissimulée qu'elle devait défier l'inspection la plus minutieuse. Écartant les pans, vous apercevrez une porte défendue uniquement par de fortes barres et un verrou. Vous réussirez à l'ouvrir et, la lampe à la main, la franchissez. Vous êtes maintenant dans une petite pièce à voûte surbaissée. Non, vraiment? J'aurais trop peur. Comment? Quand Dorothée vous a laissé entendre qu'il y a, entre votre appartement et la chapelle de Saint-Antoine, distante de 2000 à peine, un secret et souterrain chemin? Reculeriez-vous devant une aventure si simple? Non, non, vous passerez donc de l'étroite salle voûtée dans d'autres salles et dans d'autres encore, sans remarquer dans aucune d'elles rien d'anormal. Dans l'une, peut-être, verrez-vous un poignard, dans une autre, des gouttes de sang, dans une troisième, les vestiges de quelque instrument de torture. Mais comme il n'y a rien en tout cela que de très naturel, et comme votre lampe est sur le point de s'éteindre, vous vous décidez à rentrer dans votre appartement. Dans une des salles que vous traversez en revenant sur vos pas, vous apercevrez soudain un antique cabinet ébène et or, que vous n'aviez pas vu malgré votre minutieux examen. Sous l'empire d'un irrésistible pressentiment, vous vous approchez. Vous ouvrez les battants, visitez les tiroirs, sans rien découvrir qui vaille l'attention, un amas de diamants tout au plus. Mais vous avez touché un ressort secret, un panneau intérieur s'est ouvert. Vous apercevez un rouleau de papier. Vous le saisissez, c'est un manuscrit volumineux. Riche de ce trésor, vous courez à votre chambre. À peine avez-vous pu déchiffrer « Oh, qui que tu sois, toi, entre les mains de qui est tombé ce mémorial de la déplorable Mathilde ?» La mèche s'éteint au bec de la lampe. Vous êtes dans les ténèbres. « Oh, non, non, ne dites pas cela, je vous en prie, continuez !» Mais Henri était trop amusé par le spectacle de l'émoi de sa compagne pour être capable de continuer le jeu et de maintenir plus longtemps sa voix dans le ton solennel du sujet. Il déclara remettre à l'imagination de Catherine le soin d'achever la lecture des malheurs de Mathilde. Catherine, reprenant possession d'elle-même, fut honteuse d'avoir montré une si avide curiosité. Elle affirma que son attention avait été séduite, mais non pas sa foi. Elle était certaine que mademoiselle Tilney ne la logerait pas dans une telle chambre. Elle n'avait nulle crainte à ce sujet. Comme approchait la fin du voyage, son impatience de connaître Northanger, qu'avait atténué une conversation relative aux sujets les plus divers, reprit le dessus,
et, à chaque détour de la route, elle espérait, avec une crainte religieuse, voir surgir d'un massif de chêne ses murailles de pierre grise et étinceler au soleil du soir ses hautes fenêtres gothiques. Mais le bâtiment était si peu élevé qu'elle avait franchi les portes d'enceinte et se trouvait en plein sur le territoire de Northanger sans avoir vu même une antique cheminée. Elle ne savait pas bien si elle devait s'étonner, et pourtant il y avait dans cette façon d'aborder l'abbaye quelque chose qui la déconcertait. Longer des bâtiments tout modernes, se trouver, et si naturellement, dans l'enceinte de l'abbaye, rouler si vite sur un fin gravier, tout cela sans obstacle, sans alerte, sans cérémonial d'aucune sorte, voilà qui la frappait comme un fait étrange et contradictoire. Quoi qu'il en soit, elle n'eut pas le loisir d'une rationalisation plus longue. Un paquet de pluie venait de la frapper au visage et tout son effort de pensée se consacra à la sauvegarde de son chapeau de paille neuf. Elle était alors sous les murs mêmes de l'abbaye. Elle sauta de la voiture avec l'aide de Henri et se trouva sous l'antique porche, à l'abri. Aussitôt, elle pénétrait dans le vestibule où l'attendaient pour lui souhaiter la bienvenue son ami et le général. Et nul présage de malheur, pas le moindre rappel de quelque scène d'horreur dont eût été témoin l'imposant édifice. Le vent n'avait point porté vers Catherine les soupirs de la victime. Il se contentait de porter une brume épaisse et de faire claquer les jupes de la jeune fille. Celle-ci était prête à faire son entrée au salon et capable de se rendre compte de ce qui se passait autour d'elle. Une abbaye! Quelle joie! Être vraiment dans une abbaye! Mais à l'examen des êtres, elle douta que ce qu'elle avait sous les yeux correspondît à cette notion. Dans sa profusion et son élégance, le mobilier était selon le goût moderne. La cheminée, dont elle s'attendait à voir se développer sculpturalement le vétuste manteau, se restreignait à un Rumford avec plaques de marbre et porcelaine ornementale. Les fenêtres, qu'elle regarda avec un intérêt tout particulier, le général ayant dit qu'il en avait respecté religieusement la forme gothique, ne répondaient pas aux promesses de son imagination. Certes, leurs arcs avaient été conservés, leur forme était gothique, mais leurs vitres étaient si grandes et si limpides. À une imagination qui s'était représentée des fenêtres à étroits croisillons, à épais meneaux, à vitraux, poussiéreuses et décorées de toiles d'araignée, la réalité était déconcertante. Le général, voyant Catherine regarder autour d'elle, se mit à parler de l'exiguïté de la pièce, de la simplicité du mobilier qui, destiné à un usage journalier, ne visait qu'au confort, etc. Du moins, dans l'abbaye, y avait-il, il s'en flattait, quelques pièces point indignes de l'attention de Catherine, et il célébrait la riche dorure de l'une d'elles, quand, tirant sa montre, il s'arrêta net pour proférer avec stupéfaction. 5h moins 20. Ce fut le signal de la dispersion. Catherine fut entraînée par mademoiselle Tilney avec une hâte qui lui apprit quelle stricte ponctualité était exigée à Northanger. Elles retraversèrent l'immense vestibule et gravirent un monumental escalier de chêne ciré qui, de volet en palier, les conduisit à une longue et spacieuse galerie. D'un côté, une rangée de portes, de l'autre, des baies qui donnaient sur une cour rectangulaire. Déjà, mademoiselle Tilney menait Catherine vers une chambre, où elle ne resta qu'un moment, le temps d'exprimer l'espoir que le logis fût trouvé confortable. Elle quitta Catherine, en lui recommandant de faire à sa toilette le moins de changements possible. Chapitre 21. D'un coup d'œil, Catherine vit que sa chambre était très différente de celle qu'avait décrite si pathétiquement M. Tilney. Elle n'était pas vaste outre mesure. Les murs étaient tendus de papier. Un tapis recouvrait le plancher. Les fenêtres n'étaient pas en moins bon état ni moins claires que celles du salon. Sans être du dernier genre, le mobilier était élégant et confortable. L'ensemble était loin d'être triste. Instantanément rassurée, Catherine résolut de ne pas s'attarder à un examen de détail. Elle ne voulait pas mécontenter le général par un retard. Elle enleva sa robe prestement et se disposait à tirer de leur enveloppe ses objets de toilette
quand soudain son regard tomba sur un coffre relégué dans une profonde encoignure, près de la cheminée. Elle soubresauta et, oubliant toute autre chose, dans un étonnement immobile, elle contempla le coffre, cependant que la traversaient ses pensées. Voilà qui est étrange. Je ne m'attendais pas à cette découverte. Ce coffre énorme, que peut-il contenir? Pourquoi l'avoir placé là? On l'a mis à l'écart, comme pour le cacher. Si je regardais, coûte que coûte, je saurais ce qu'il contient. Et même tout de suite, en plein jour, le soir, ma lumière pourrait s'éteindre. Elle s'approcha du coffre, l'examina de tout près. Ses parois de cèdre étaient curieusement incrustées d'un bois plus sombre. Il avait un support bas de cèdre sculpté. La serrure était d'un argent terni par le temps et les poignées d'argent étaient rompues, décelant peut-être quelque étrange violence. Le centre du couvercle se marquait d'un monogramme du même métal. Catherine se pencha, mais sans parvenir à le déchiffrer. De quelque côté qu'elle se mit, la seconde lettre persistait à ne pas être un T. Et que ce fût une autre lettre, il y avait là de quoi susciter un étonnement peu ordinaire, cette maison appartenant aux Tilney. S'il n'était pas originairement leur, par quel concours de circonstances ce coffre leur était-il échu? Sa curiosité allait croissant. De ses mains tremblantes, Catherine dégagea le moraillon. Avec difficulté, car quelque chose semblait contrarier ses efforts, elle parvint à soulever de 2 ou 3 pouces le couvercle. À ce moment, un coup à la porte la fit tressaillir. Elle retira la main et le couvercle retomba lourdement. L'intruse était une femme de chambre qui, sur l'ordre de mademoiselle Tilney, venait offrir ses services. Catherine la congédia, mais, rappelée à la réalité, et en dépit de son anxieux désir de pénétrer un mystère, elle procéda à sa toilette sans autre délai. Elle n'allait pas vite, car ses pensées et ses regards étaient encore fixés sur l'inquiétant objet. Et quoiqu'elle n'osât consacrer 1 minute à une nouvelle tentative, elle ne pouvait se désintéresser du coffre. Cependant, quand elle eut passé une des manches de sa robe, sa toilette semblait si près d'être finie qu'elle crut pouvoir donner un gage à sa curiosité. Oh, il ne s'agissait que d'1 minute. Elle ferait un effort si décisif que le couvercle, si une puissance occulte ne le maintenait, céderait. Elle s'élança donc, et son espoir ne fut pas déçu. Le couvercle se souleva et, à ses yeux étonnés, parut, soigneusement pliée et seule dans l'immensité du coffre, une courte pointe en coton blanc. Elle la considérait, et l'étonnement rosissait ses joues, quand mademoiselle Tilney, qui craignait que Catherine se mît en retard, entra dans la chambre. À la honte d'avoir donné asile à une absurde espérance, s'ajoutait en Catherine la honte d'être surprise. « C'est un curieux vieux coffre, n'est-ce pas ?» dit mademoiselle Tilney, comme Catherine se hâtait de le refermer et retournait à la glace. « On ne sait depuis combien de générations il est ici. Comment arriva-t-il dans cette chambre ? Je l'ignore. Mais je ne l'ai pas fait déplacer. On pouvait y mettre des chapeaux et des bonnets. Le pis est qu'on ne l'ouvre pas facilement. Du moins, dans ce coin, il n'encombre pas. » Catherine, impuissante à proférer une syllabe, rougissait, agrafait sa robe et prenait de sages résolutions. Mademoiselle Tilney exprima doucement sa crainte d'un retard. En 1 demi-minute, elles descendirent l'escalier et leur crainte était assez fondée, car le général arpentait le salon, sa montre à la main. Au moment où elles entraient, il agita la sonnette et ordonna « Que le dîner soit sur la table immédiatement !» Ce ton impérieux troubla Catherine. Elle restait là, pâle et haletante, inquiète pour Éléonore et Henri, et pleine de détestation pour les vieux coffres. Le général, dès qu'il l'eut regardée, récupéra sa politesse et, en conséquence, se mit à gourmander sa fille. Elle avait harcelé Catherine et l'avait mise hors d'haleine, alors qu'il n'y avait nulle raison de tant se hâter. Catherine ne put se consoler de cette réprimande inopportune que, lorsque,
tous bien installés à table, le général arbora un sourire débonnaire et qu'elle sentit s'aiguiser son appétit de voyageuse. La salle à manger était une pièce plus grande encore que le salon. Son luxe emphatique échappait à l'observation peu exercée de Catherine, qui remarquait surtout sa vastitude et le nombre des serviteurs. Elle exprima son admiration de tant d'espace. Sur quoi le général, l'air très gracieux, convint que la salle n'était pas par trop petite. Il avoua ensuite que, si peu soucieux qu'il fût de ces choses, il considérait une grande salle à manger comme indispensable. Du reste, il supposait qu'elle avait accoutumé de voir, chez les Allen, des pièces bien plus spacieuses encore. « Point du tout, dit Catherine. Et elle exposa que la salle à manger de M. Allen était plus petite de moitié. De sa vie, elle n'avait vu une pièce aussi grande. La bonne humeur du général s'accentua. Voilà, comme il avait, lui, de telles pièces, il pensait que le plus simple était qu'il s'en servît. Mais, sur son honneur, il croyait que les pièces plus petites de moitié devaient être plus confortables. La maison de M. Allen, il en était sûr, était à souhait. La soirée s'écoula sans émotion nouvelle et, le général ayant été appelé au dehors, avec plus de franche gaieté. C'est seulement en sa présence que Catherine ressentait de son voyage une légère fatigue. Mais, même alors, même dans les moments de contrainte, elle éprouvait une sensation de plénitude et pouvait penser à ses amis de Bath sans souhaiter être auprès d'eux. La nuit fut orageuse. Durant l'après-midi, le vent avait soufflé par intervalles. À l'heure où se séparèrent les Tilney et Catherine, il ventait et pleuvait avec violence. Comme elle traversait le vestibule, elle entendit le bruit des bourrasques et devint attentive. Au lointain des bâtiments, une porte claqua. Catherine, pour la première fois, sentit qu'elle était dans une abbaye. Oui, c'étaient là les bruits caractéristiques. Ils évoquèrent profusément à sa mémoire telle situation terrible, telle scène d'horreur dont tant d'édifices de cette sorte avaient été les témoins et qui avaient eu des tempêtes pareilles pour avant-courrières. Elle n'avait rien à craindre, elle, des assassins de la 12e heure ou des galants ivres. Certainement, ce que lui avait dit Henri était simple jeu. Dans une maison si habitée, quel danger pouvait-elle courir ? Comme dans sa propre chambre de Fullerton, elle entrerait dans sa chambre de Northanger, qui, détail rassurant, était à 2 portes de celle de mademoiselle Tilney. Ainsi, elle raffermissait son âme et gravissait l'escalier. Ce fut d'un cœur assez ferme qu'elle pénétra dans sa chambre, où la flamme joyeuse d'un feu de bois lui fut un nouveau réconfort. Elle alla vers la cheminée. « Comme c'est mieux de trouver un bon feu que d'attendre en grelottant, comme on fait tant de jeunes personnes, que toute la famille soit couchée et que la vieille servante arrive, effrayante sous son fagot. Si Northanger n'eût pas été ce qu'il est, je ne sais si j'aurais pu répondre de mon courage. Mais ici, il n'y a rien qui soit pour vous alarmer. » Elle eut un regard circulaire. Les rideaux des fenêtres semblaient remuer. Sans doute le vent pénétrait par les interstices des volets. Hardie et fredonnant un air, elle alla s'en assurer. Elle entrebâilla les rideaux, ne remarqua rien, mit la main contre le volet intérieur et constata que le vent s'insinuait. Un coup d'œil au coffre, comme elle revenait sur ses pas, et elle se railla des craintes de son imagination désœuvrée. Puis elle commença, en une indifférence heureuse, à faire sa toilette de nuit. Elle prendrait son temps, ne se presserait pas. Il lui importait peu de rester debout la dernière de toute la maisonnée. Elle ne rechargerait pas le feu. Elle n'avait pas besoin de la protection de la lumière, une fois couchée. Le feu mourut lentement. Catherine, qui avait mis près d'1 heure à faire sa toilette, songeait à se mettre au lit, quand, jetant un dernier regard par la chambre, elle aperçut un antique cabinet de bois noir, qu'elle n'avait point encore remarqué, quoiqu'il fût assez en évidence. Les paroles de Henri, sa description du cabinet d'ébène, qui, tout d'abord, échapperait à son observation, lui revinrent aussitôt à la mémoire. Il y avait là une coïncidence remarquable. Elle prit sa lampe et examina le cabinet. À la vérité, il n'était pas ébène et or.
C'était un lac du Japon, fort beau et dont les arabesques, à la lueur de la lampe, luisaient comme de l'or sur le noir du champ. La clé était dans la serrure. Catherine eut le caprice d'explorer le meuble, non qu'elle espérât y faire quelque découverte, mais la présence, là, de ce cabinet était si étrange après ce que Henri avait dit. D'ailleurs, le sommeil ne la visiterait pas avant qu'elle sût à quoi s'en tenir. Ayant placé la lampe précautionneusement sur une chaise, elle essaya, et sa main tremblait, de tourner la clé dans la serrure. La clé résista. Inquiète, point découragée, elle tenta de l'autre sens. Le pêne glissa. Elle était victorieuse. Mais combien étrangement mystérieux. La porte encore était close. Le vent rauquait dans la cheminée. La pluie s'abattait torrentielle sur les vitres. Les choses parlaient avec concordance le langage de la terreur. Pourtant, se retirer dans son lit, sans avoir pénétré les arcanes du cabinet, Catherine ne le pouvait. Elle se remit à l'œuvre, tournant nerveusement la clé en tous sens. La porte soudain céda. Son cœur sauta d'allégresse. Elle ouvrit un battant, puis l'autre, qu'assuraient des verrous moins rebelles que la serrure. Apparut un double rang de petits tiroirs, au-dessus et au-dessous desquels s'alignaient des tiroirs plus grands. Au centre, une petite porte fermée à clé défendait, selon toute probabilité, une cachette d'importance. Catherine haletait, mais son courage ne faiblit pas. Rougissante et toute sa curiosité tendue, elle ouvrit un tiroir. Il était vide. Avec moins de crainte et plus d'impatience, elle en ouvrit un second, un troisième, un quatrième. Elle les ouvrit tous vides. Instruite à l'art de dissimuler un trésor, elle ne négligea pas l'hypothèse du double fond. Elle palpa scrupuleusement chaque tiroir. En vain. Seule restait inexplorée la partie centrale. Quoique Catherine n'eût jamais eu la pensée qu'on pût trouver n'importe quoi dans n'importe quel coin du cabinet et que son insuccès ne l'eût pas le moins du monde désappointée, il eût été absurde de ne pas le visiter entièrement, la perquisition commencée. La porte lui résista d'abord, comme lui avait résisté la porte extérieure. Puis, comme elle, céda, et Catherine aperçut tout au fond de l'autre un rouleau de papier. Ses genoux tremblèrent, ses joues blêmirent. D'une main incertaine, elle captura le précieux manuscrit. Elle avait, du premier coup, discerné des caractères d'écriture. Comme Henri l'avait prédit, elle lirait le mémorial avant de tenter le sommeil. La lumière faiblissait. Catherine, alarmée, se retourna. Une extinction soudaine n'était pas à craindre. La mèche brûlerait encore quelques heures. Catherine, afin de n'éprouver à sa lecture d'autres difficultés que celles qui résulteraient de l'ancienneté du document, moucha la lampe. Elle fut tout ensemble, hélas, mouchée et éteinte, la lampe. Nulle lampe n'expira jamais sur un mode plus pathétique. D'horreur, Catherine resta d'abord stupide. Tout était fini. Sur la mèche, nul point en ignition. En Catherine, nul espoir. Plus rien dans la chambre, que l'obscurité impénétrable et immobile. Un brusque ressaut du vent accrut l'horreur de la nuit. Catherine tremblait de la tête aux pieds. Pendant l'accalmie qui suivit, un bruit pareil à celui de pas qui s'éloignent et le fracas, au loin, d'un ventail qu'on ferme, frappèrent son oreille épouvantée. Une sueur froide perlait à son front. Le manuscrit lui échappa. À tâtons, elle se dirigea vers son lit et s'enfouit au plus profond des couvertures. Dormir était pour elle complètement hors de question, et la tempête était aussi tumultueuse que son âme. Catherine, d'ordinaire, n'avait pas peur du vent, mais cette nuit, chacune de ces rafales était lourde de signification. Le manuscrit trouvait d'une façon si merveilleuse, si merveilleusement accompli les prédictions du matin, quelle explication naturelle donner de tout cela? Ce manuscrit, que contenait-il? À qui pouvait-il se rapporter? Comment avait-il pu rester ignoré si longtemps
et combien singulier qu'il lui fut réservé à elle de le découvrir. Jusqu'à ce qu'elle se fût rendue maîtresse de sa teneur, elle ne connaîtrait pas la quiétude. Aux premières lueurs du jour, elle le déchiffrerait. Nombreuses étaient les heures, et si longues, qui devaient s'écouler encore. Elle frissonnait. Elle se tournait, se retournait dans son lit. Elle enviait les dormeurs paisibles. Tantôt ses courtines même semblaient s'agiter. Tantôt la serrure de la porte était secouée comme pour une irruption. Des murmures sourds rampaient par la galerie, et plus d'une fois son sang se glaça à des lamentations lointaines. Les heures et les heures passaient. Catherine avait entendu clamer 3 heures par toutes les horloges de la maison. Puis, un grand calme. La tempête s'était-elle calmée? Catherine s'était-elle endormie?